Avertissement. Dans nos livres d'histoire, les anecdotes extraordinaires sont considérées comme particulièrement obscures. Autour du globe, les historiens et autres spécialistes qui enquêtent sur ces faits se contredisent souvent. Il est donc de notre devoir de s'en inspirer pour vous donner une version du passé. Notre version du passé. Voici leurs histoires. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on a décidé de vous parler d'une femme au destin incroyable, C.G. Walker, une esclave qui devient la première femme millionnaire. Ouais, je sais, ça claque, donc on perd pas de temps et on lance le générique. C.G. Walker est donc née en 1867 en Louisiane, quelques années après la fin de la guerre de sécession sous le nom de Sarah Breedlove. Et elle est la première de sa famille à être venue au monde libre grâce à la proclamation d'émancipation signée en 1863. Donc toute sa famille jusqu'alors travaillait dans la plantation de coton de Robert Burney, qui se situait dans la paroisse de Madison. Je suis sûr que ça vous parle. Et comme souvent avec les histoires exceptionnelles, la vie, elle est très peu clémente pour elle, puisqu'à l'âge de 7 ans, C.G. Walker elle devient orpheline suite à une épidémie de fièvre jaune qui emporta ses parents. À partir de ce moment-là, elle est forcée d'emménager avec sa sœur et le mari de cette dernière où elle travaille comme domestique durant 4 ans. Donc être domestique chez sa sœur, c'est quand même pas la folie. Après, l'émancipation, c'est bien beau, mais la liberté a aussi un prix. Autre époque, autre mœurs. Elle se maria à l'âge de 14 ans avec un certain Mose McWilliams, sur qui on sait très peu de choses, si ce n'est qu'il était beaucoup plus vieux qu'elle. Pas beaucoup plus vieux, mais bon, 7 ans de différence à cet âge-là, ça reste quand même notable. Et l'histoire d'amour ne s'arrête pas là, puisqu'ils eurent ensemble une fille du nom de Layla McWilliams. 3 ans plus tard, la vie étant ce qu'elle est, Mose McWilliams décède, poussant la jeune mariée ainsi que sa fille à déménager à Saint-Louis, dans l'état du Missouri. Et elle attendra alors 1894 pour se remarier avec un certain John Davis, pour finalement se séparer en 1903 et déménager cette fois-ci à Denver où elle commencera à travailler comme blanchisseuse pour la modeste somme d'$1 par jour afin de pouvoir financer des études pour sa famille. Et alors là on est parti. À partir de ce moment-là, le rêve américain se met en place, l'idée vaut des millions, pas seulement sur le papier. En effet, C.G. Walker elle va rapidement constater que les produits chimiques qu'elle utilise à la blanchisserie, ça lui abîme sa peau et ses cheveux. Donc elle va aller demander conseil à ses frères, qui sont tous les 3 barbiers à Saint-Louis, pour tenter de limiter les dégâts et de préserver sa santé. Donc ses frères, ils lui ont conseillé de prendre contact avec une certaine Annie Turnbow Malone, une entrepreneuse afro-américaine spécialisée dans le cosmétique qui lui a appris à mettre au point des soins capillaires. Et donc là, il a pas fallu beaucoup de temps à notre chère Sarah Breedlove, elle a continué d'apprendre dans ce domaine avant de se lancer une année après sur le marché avec sa propre ligne de produits capillaires et cosmétiques spécialement conçus pour les femmes noires. Et 1905 fut alors l'année de sa concrétisation puisqu'elle fonda officiellement sa propre entreprise et s'installa à Denver. Et là, c'est pas encore totalement gagné pour elle, mais on commence vraiment à toucher au but. Et donc, à force de faire du porte-à-porte et des super tutos make-up auprès de la communauté afro-américaine, elle rencontre le journaliste Charles Joseph Walker en 1906, avec qui elle se maria pour la dernière fois. D'où le nom C.G. Walker pour les moins vifs d'entre vous. Et même si le divorce se sera prononcé 6 ans plus tard, elle décide tout de même de conserver ce nom au point de l'apposer sur ses produits de soins capillaires ainsi que sur son slogan devenu avec le temps, célèbre outre-Atlantique, Madame C.G. Walker, Wonderful Hair Grower. Ça pète. Et là ça y est, on touche au but, c'est la consécration. Son activité se développe à un rythme extrêmement soutenu au point de lui permettre de lancer son service de vente par correspondance, toujours basé à Denver. Et ça s'arrête pas là parce que elle est quand même passée du porte-à-porte à l'ouverture d'une école au nom de sa famille, le Layla College, qui lui permet de former de véritables professionnels des soins capillaires pour toujours plus de développement. En effet, cette nouvelle manœuvre formée lui permet d'ouvrir très rapidement des manufactures dans les villes de Pittsburgh, Indianapolis, ainsi que dans les quartiers de Harlem à New York pour toujours plus de rentabilité. Donc le temps avance, notre petit C.G. Walker fait un petit peu sa vie. De 1911 à 1916, elle emploie pas moins de plusieurs milliers de femmes pour confectionner et vendre ses produits, aussi bien en boutique que par le biais du porte-à-porte. Et alors ensuite, en très peu de temps, toute sa gamme est apparue dans le pays, jusque dans les Caraïbes, autant vous dire qu'on est bien loin des premiers dollars difficilement amassés à la blanchisserie. Mais si C.G. Walker est considérée comme une femme exceptionnelle, ce n'est pas pour autant pour la fortune qu'elle a bâtie, mais ce qu'elle en a fait. En plus de donner la chance à des milliers de femmes dans le pays de travailler dans de meilleures conditions, elle passa aussi du temps à mener des conférences pour apprendre aux femmes de l'époque à devenir indépendantes financièrement, ce qui était quand même vraiment pas courant à l'époque. La plus connue étant celle de Philadelphie en 1917 où elle expliqua aux 200 participantes réunies les ficelles du monde des affaires ainsi que les compétences économiques nécessaires à leur émancipation. Et d'ailleurs, cet événement est considéré comme le premier rassemblement national des femmes entrepreneurs aux États-Unis, pour dire à quel point cette action est loin d'être anodine à l'époque.
Action qui bien sûr en amènera plein d'autres de la sorte, léguant ainsi son entreprise déjà pérenne à sa fille pour se focaliser sur l'activisme et la philanthropie, en créant notamment des associations faisant don de plusieurs centaines de milliers de dollars à des orphelinats, institutions et autres causes diverses avant de s'éteindre en 1919. Et bien entendu, même après sa mort, elle n'oublie pas d'être généreuse puisque son testament stipule que les 2 tiers de ses profits futurs seront reversés à des orphelinats et des œuvres de bienfaisance. Il faudra attendre 1993 pour que les États-Unis lui rendent hommage en l'introduisant au National Women Hall of Fame et 1998 pour voir apparaître un timbre à son effigie par le United States Postal Service. Donc c'est sûr, dit comme ça, on a l'impression que c'est pas ouf, mais si on se remet dans le contexte, c'est quand même pas mal. Perso, si le gouvernement arrive, on me dit bon bah écoute, on va mettre ta tête sur un timbre, moi je suis grave chaud. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Mais ce qui était tout de même intéressant à souligner une dernière fois avant qu'on se quitte, c'est qu'on n'a pas tant retenu le nom de T.J. Walker pour sa fortune, mais plus pour sa bienveillance en avance sur son temps qu'elle a légué aux générations futures à travers une vie passée à combattre la misère, l'injustice et les préjugés raciaux. Et voilà, l'épisode est terminé, on a eu droit à un beau parcours de vie qui a mal commencé, qui a bien terminé. Si vous avez des idées de sujets dans les commentaires, vous n'hésitez pas, n'oubliez pas de vous abonner et on se dit à dans 2 semaines, bye.